Bonjour à tous, bienvenue dans ce compte-rendu de ma semaine à l'Assemblée. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 février et je vais vous parler des 3 temps forts de cette semaine qui s'est écoulée depuis lundi 29 janvier. 3 temps forts. 1. Le vote mardi de la loi dite pour une société de confiance, qui est un texte très riche dans lequel on fait beaucoup d'améliorations dans les relations entre l'administration et les particuliers ou les entreprises, avec 2 parties pour simplifier. Une partie simplification qui permet par exemple d'avoir des plages horaires beaucoup plus étendues pour aller consulter, rendre visite à nos administrations, ou bien de supprimer la notion de numéro de téléphone surtaxé quand on veut joindre une administration. Avouez que c'était quand même étrange d'appeler une administration, un service public en ayant un numéro surtaxé. Du côté du droit à l'erreur, qui était le deuxième versant de ce texte, il s'agit de permettre aux administrés, aux entreprises, que la première erreur dans la relation avec l'administration soit considérée comme étant de bonne foi, et il sera à la charge de l'administration de prouver que nous sommes de mauvaise foi. La contrepartie, c'est que si nous sommes amenés à faire une deuxième fois cette erreur, alors la deuxième erreur sera soumise à une sanction plus importante que ce qui est prévu aujourd'hui pour une erreur, pour une première erreur. Ça, c'était le premier temps fort. Deuxième temps fort de l'Assemblée, c'était jeudi, une rencontre avec des femmes iraniennes, chefs d'entreprise, une délégation d'à peu près 30 femmes organisée par le groupe d'amitié France-Iran auquel j'appartiens. Des échanges très construits, très instructifs sur la place de la femme dans la société, la place de la femme dans le monde du travail. Eh bien, pour ma part, j'ai découvert que dans le monde du travail iranien, un actif sur 2 est une femme. Je ne sais pas en revanche à quel niveau de responsabilité, que la femme en Iran apparemment est extrêmement importante, qu'il y a eu un assouplissement de l'accès de la femme au monde du travail ces dernières années, et qu'elles sont toutes, les femmes qui étaient là, chefs d'entreprise avec un gros bagage universitaire. Et quand je vous dis chef d'entreprise, ce n'est pas des petits formats, il y avait là une haut fonctionnaire de l'État iranien d'une part, et d'autre côté la présidente de la compagnie aérienne iranienne. Très intéressant de voir aussi que dans toutes les sociétés, iraniennes en l'occurrence et françaises aussi, il y a quand même un manque de confiance des femmes dans l'envie d'avancer professionnellement. Donc c'était extrêmement enrichissant. Troisième temps fort de l'Assemblée, de ma semaine à l'Assemblée, eh c'était la mise en place des premiers travaux pour la mission et notamment des premières auditions. Nombreuses auditions qui m'ont permis d'affiner et de voir, de réfléchir à comment je vais pouvoir non pas faire des propositions, mon rapport n'a pas vocation à être un catalogue de propositions, ça sachez qu'un catalogue, l'administration elle le lit, si elle le lit, et elle le range de côté en disant allez, ils ont bien bossé, ils ont eu leur os à ranger, on s'en occupe plus. J'y arriverai pas, un catalogue de propositions, ça marchera pas. En revanche, donner des nouvelles visions, de nouvelles orientations, et il faut que je trouve les ressorts pour donner envie à l'administration de s'approprier mon rapport en disant ah oui, là, dans ce rapport, il y a des choses qui peuvent nous intéresser, il y a des choses qui peuvent nous aider dans notre fonctionnement, qui clairement, parce que ça va aider les Français établis hors de France, ça peut être aussi un plus pour nous, administration. C'est comme ça, donc il faut que je trouve les ressorts, les astuces, pour que mon rapport ne soit pas quelque chose rangé sur une étagère. Je vous tiendrai au courant des avancées. Voici le détail de ma semaine qui s'est écoulée du lundi 29 janvier au vendredi 2 février, à aujourd'hui même. Tout a commencé lundi matin par une réunion fort intéressante à l'invitation du secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne. Nous étions tous députés des Français établis hors de France, de tous bords confondus, invités à échanger avec Jean-Baptiste Lemoyne sur la représentation des Français à l'étranger, faire un point sur la réforme qui a été mise en place en 2014, et voir s'il y avait raison ou pas de prévoir quelques améliorations, quelques points d'ajustement. Et nos échanges nous ont permis d'avancer quelques hypothèses d'ajustement, de modification. Et députés, nous avons transmis aujourd'hui même un document à Jean-Baptiste Lemoyne, qui sont le fruit de nos réflexions tous ensemble, députés de la majorité, Modem et La République En Marche, et les 2 axes que nous avons développés, que nous souhaitons voir pousser, que nous souhaitons défendre, c'est que d'une part, nos élus de terrain, vos élus de terrain qui sont les conseillers consulaires, nous souhaitons absolument non seulement les conserver, mais renforcer leurs moyens d'action, leur donner plus de moyens matériels également, car ils n'en ont quasiment pas aujourd'hui, pour qu'ils aient un travail beaucoup plus efficace à votre service sur le terrain. Ça, c'est le premier axe de notre réflexion. Le deuxième, qui est tout à fait différent de ça, qui est dissocié de ça, concerne les élections sénatoriales et le corps des grands électeurs. Vous savez que les élections sénatoriales, c'est une élection au suffrage indirect, et les électeurs sont ce qu'on appelle des grands électeurs.
Jean-Baptiste Lemoyne, qui est lui-même sénateur dans le département de l'Yonne, nous disait que lui, dans l'Yonne, pour se faire élire sénateur, le corps des grands électeurs, qui sont les maires, les conseillers municipaux, les conseillers départementaux, les conseillers territoriaux, tout ce corps électoral représente à peu près 1200 personnes amenées à voter pour un certain nombre de sénateurs. À l'étranger, nous avons 12 sénateurs qui représentent les Français établis hors de France, et pour élire ces 12 sénateurs, par moitié tous les 3 ans, eh bien nous avons un corps électoral qui est d'un peine plus de 500 personnes. Avouez que là, nous avons une élection pour 6 sénateurs élus par 500 et quelques personnes, quand Jean-Baptiste avait 1200 personnes pour l'élire lui tout seul. Il y a une disproportion criante qui conduit à des comportements dangereux. On pourrait imaginer qu'un candidat aille acheter les voix, qu'il aille au contact, c'est facile, hein, 500 personnes, vous voyez bien qu'il n'y a même pas besoin d'aller voir les 500, il suffit d'aller voir une petite centaine et on est sûr d'être élu. Donc c'est quand même extrêmement ennuyeux. Et nous voulons donc, d'une part, conserver les grands électeurs actuels tels qu'ils sont, sénateurs, députés et vos conseillers consulaires de terrain, mais ajouter à ça un corpus électoral qui permette d'atteindre un nombre total. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit 1500, 1800, 1200 ? La réflexion est lancée. En tout cas, nous voulons arriver à un corps de grands électeurs qui soit bien plus étoffé que ce qu'il est en même aujourd'hui et qui soit aligné sur ce qui se fait en métropole. Ça, c'était donc la réunion de lundi matin. Lundi après-midi, j'avais une réunion à l'initiative du groupe d'amitié France-Corée et c'était une rencontre avec des universitaires sud-coréens en sciences sociales et qui étaient notamment intéressés par la notion de conflit, gestion des conflits, solution des conflits et de diplomatie. Donc très intéressant, vous comprendrez bien que le sujet est brûlant pour eux en Corée du Sud, dans leur relation avec la Corée du Nord et leur relation pas facile non plus avec les États-Unis qui étaient pour eux un allié de poids. Donc échange extrêmement intéressant au cours duquel ils nous ont posé beaucoup de questions sur la diplomatie française, sur notre façon de gérer des conflits. Alors je ne suis pas sûre qu'il y ait des règles générales, mais c'était extrêmement enrichissant. Voilà, c'était les deux grands axes forts de ma journée de lundi. Mardi maintenant. La journée de mardi a été consacrée toute la matinée d'abord à la préparation des auditions que j'ai eues dans la suite de la semaine. Vous savez que j'ai besoin de préparer des agendas, des réflexions, savoir quelles questions je vais poser, sous quel angle je vais présenter mes arguments et écouter et questionner pour avoir le plus de matière possible pour enrichir ce rapport. Ça, c'était mon mardi matin. Et ensuite, mardi après-midi, j'avais un premier rendez-vous avec un spécialiste, franco-américain de la notion d'extraterritorialité de la loi américaine. Un sujet très intéressant. Il avait un point de vue que je ne partage pas parce que personnellement je ne suis pas tellement en faveur de l'extraterritorialité des lois, mais son point de vue était assez intéressant. Et notamment en matière fiscale, ça pose de vraies questions. Faut-il que la fiscalité française s'applique lorsqu'on se trouve à l'étranger ou qu'on est dans un pays étranger? Vous reconnaîtrez qu'on est tous directement concernés. Donc c'était pas du tout inintéressant de pouvoir échanger l'expérience américaine autour de ce sujet. Le mardi soir, maintenant, mardi en fin d'après-midi, était consacré à une audition très intéressante d'Elisabeth Guigou, ancienne ministre des Affaires étrangères et ancienne présidente de la Commission des Affaires étrangères. Nous l'avions fait venir pour l'interroger sur comment elle gérait cette commission, quelles relations elle entretenait avec le gouvernement et les différents cabinets ministériels. Nous voulions avoir ses recommandations, ses mises en garde, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'était très intéressant, elle nous a donné quelques pistes, comme par exemple, n'hésitez pas à monter des petits groupes informels de députés, 3, 4, 5 députés qui interagissent directement avec un cabinet sur des sujets importants, et choisissez des sujets qui ne soient pas encore des crises. Choisissez des sujets qui soient peut-être difficile et qui pourrait peut-être devenir une crise, mais n'attendez pas qu'une crise se produise pour peser auprès des cabinets ministériels. Vous êtes une force d'information, vous avez d'une part des informations de terrain que vous pouvez recueillir, rencontrer différents acteurs. Vous, parlementaires, par exemple, elle nous a dit, n'hésitez pas dans les différents pays à rencontrer des opposants et pas seulement des gens de la majorité au pouvoir. C'est important de rencontrer les deux partis. Vous, parlementaires, vous pouvez le faire au nom des relations interparlementaires. Plein de choses, donc c'était vraiment extrêmement intéressant. Le soir, je suis repartie en hémicycle, car cette semaine, j'étais de permanence en hémicycle. Et mardi soir, il y avait la discussion en hémicycle d'un projet de loi très important pour nos compatriotes, nos concitoyens qui sont en France. Il s'agissait de discuter de la gestion de l'eau en France, qui aujourd'hui est répartie dans un millefeuille administratif. Et ce projet de loi avait pour mission de réduire ce millefeuille administratif et rendre la gestion de l'eau plus claire et plus transparente. En matière d'eau, on ne peut pas faire mieux. Et donc c'est extrêmement intéressant avec
des discussions un peu difficiles avec le groupe Les Républicains, qui a déposé beaucoup d'amendements qui visaient à s'opposer fermement à cette loi, et qui, aux surprises, coup de tonnerre à 3h30 du matin quand même, on est resté fort tard ce jour-là, coup de tonnerre, ont décidé de voter la loi. Donc ça, c'était un coup de tonnerre, personnellement, on n'a rien compris. Donc à part être des empêcheurs de tourner en rond, bon, cela dit, il y a eu des débats intéressants, et ça nous a permis de défendre l'argument selon lequel la communauté de communes nous semble plus pertinente pour gérer l'eau plutôt que chacune des communes, une par une, surtout parfois il y a des toutes petites communes qui n'ont pas les moyens de gérer l'eau. Ça, c'était donc mardi. Mercredi matin, en commission des affaires étrangères, nous avions la présentation d'une résolution par notre collègue députée Laetitia Saint-Paul, un projet de résolution de convention entre la France et l'île des Comores. Les îles des Comores, c'est extrêmement intéressant car vous savez que nous avons des relations pas faciles avec les Comores parce qu'il y a cet archipel non loin de Madagascar, au nord de Madagascar, et dans lequel il y a 4 îles. Une, c'est un département français, c'est Mayotte. 3 autres sont les îles des Comores, avec un énorme flux de population, de migration depuis les Comores vers Mayotte, et tout ça lié notamment à des différences de développement très importantes, et aujourd'hui ça pose de gros problèmes à l'île de Mayotte. Donc c'était intéressant, cette convention a pour objectif de faciliter la relation entre la France et les Comores, et participer à essayer de contrôler ce flux migratoire entre la France et les Comores, entre Mayotte et les Comores. Donc très intéressant, sachez que cette résolution a été votée à l'unanimité des députés présents ce jour-là en commission, sauf une voix qui a voté contre, qui était la voix de Madame Le Pen. Mais tous les autres groupes politiques, de tous bords politiques confondus, ont tous voté en trouvant que ce projet de résolution était très pertinent dans les relations entre la France et les Comores. Jeudi maintenant, alors jeudi matin a commencé par une réunion très intéressante, je vous en parlais dans la vidéo Facebook, cette rencontre avec une délégation de femmes iraniennes qui sont chefs d'entreprise, absolument passionnant, beaucoup d'échanges autour de la place de la femme dans la société et dans le monde professionnel, des échanges sur nos vies personnelles, des femmes iraniennes qui ont témoigné du fait qu'elles ont 2 vies, la vie à la maison, et de façon anecdotique, l'une d'entre elles expliquait qu'avant de venir dans ce voyage en France, eh bien, elle a passé 2 jours à faire un ménage complet de sa maison et à préparer à manger pour 4 jours, le temps de son déplacement en France, pour que son mari et ses enfants puissent avoir tout ce qu'il fallait en son absence. Donc, difficile. Et nous, femmes françaises, nous avons témoigné du fait que nos conjoints étaient des supports fantastiques et nous permettaient d'avancer dans nos carrières, et que sans eux, nous n'aurions peut-être pas la confiance que nous avons en nous. Au passage, pour ma part, un coup de chapeau à ces femmes qui, elles, sont seules, avec des enfants, et qui mènent quand même carrière. Les filles, chapeau. Moi, je ne sais pas comment vous faites, je suis très admirative de ce que vous parvenez à faire. Vous êtes vraiment pour moi un exemple, et quand j'ai un peu de découragement, je pense à vous, et ça me fait du bien. Ça, c'était le début de jeudi matin. Par la suite, j'ai rencontré en début d'après-midi quelqu'un qui va m'aider pour cette mission, qui apporte des témoignages très intéressants, qui est un avocat spécialisé en fiscalité des Français à l'étranger, passionnant, qui m'a donné plein de pistes de réflexion, qui m'a pointé du doigt plein d'absurdités dans la fiscalité actuelle. Donc des échanges très intéressants, ce qui ne m'empêche pas d'attendre toutes vos contributions sur le sujet de la fiscalité. N'hésitez pas, car ce sont vos exemples vécus qui vont directement enrichir mon rapport. Croyez-moi, en matière de fiscalité, il y a plein d'exceptions, vous en avez peut-être une, n'hésitez pas à me communiquer. Je vous rappelle, je vous l'avais dit la semaine dernière, l'adresse internet, l'email qui est mission au singulier @annejenoté.fr. Vous pouvez m'envoyer vos contributions. Alors, j'arrive maintenant à la journée de vendredi. Vendredi, ce matin, c'était aujourd'hui une énorme journée. Ce matin, plusieurs heures d'audition avec des sénateurs, le sénateur Olivier Cadic et la sénatrice Hélène Conway-Mouret, ancienne ministre secrétaire d'État aux Français de l'étranger et sénateur des Français de l'étranger également. Je les ai interrogés, je voulais qu'ils m'expliquent d'abord tout ce qu'ils ont fait, tous les rapports qu'ils ont fait, toutes les questions au gouvernement, tous les comptes rendus qu'ils ont pu faire sur des thématiques français à l'étranger, quels étaient les obstacles qu'ils ont rencontrés, quelles sont les recommandations qu'ils ont à me faire, notamment dans comment faire des propositions qui puissent retenir l'attention de l'administration. Donc c'était tout à fait intéressant, et grâce à eux, j'ai éclairci plein de pistes, ouvert plein de portes pour voir comment faire un rapport plus percutant. Ça, c'était les sénateurs. L'après-midi, 3 rendez-vous de suite. Le premier avec la direction de la sécurité sociale pour voir quelle est la protection sociale qu'on a lorsqu'on est en France, à laquelle on peut prétendre lorsqu'on est à l'étranger, dans quel cadre, y a-t-il des exceptions, qui ça concerne, etc. Qu'est-ce que ça coûte? Direction de la sécurité sociale. Le deuxième rendez-vous était la Caisse nationale d'assurance vieillesse, car nous avons beaucoup de retraités
qui touchent une retraite de source française car ils ont travaillé en France mais ont décidé de vivre leur retraite à l'étranger. Et là, beaucoup d'échanges pour savoir comment ça fonctionne, à quelle protection sociale ils ont droit, comment ça se met en place, que se passe-t-il s'ils viennent passer un séjour en France, beaucoup de sujets, et quelles sont les pistes d'amélioration pour ces retraités qui vivent leur retraite à l'étranger. Troisième rendez-vous qui était la Caisse des Français de l'étranger. Certains peut-être d'entre vous sont adhérents de cette caisse, qui est une caisse de sécurité sociale optionnelle. On y adhère uniquement sur un mode volontaire, ça n'est pas du tout obligatoire. Et elle comprend les 3 grands volets de la protection sociale que sont l'assurance maladie, l'indemnité accident du travail, l'indemnisation accident du travail, et la retraite. Tout ça pouvant être ensemble ou dissocié. Donc j'ai posé des questions pour savoir où en était cette caisse de retraite, à qui elle s'adresse, comment elle est mise en œuvre, quelles sont les protections assurées, est-ce qu'il y a des différences selon les pays, comment ça se passe quand il y a une convention de sécurité sociale entre 2 pays. Enfin bon, j'avais des tonnes de questions. Chacun de ces rendez-vous était prévu pour 1 heure. Inutile de vous dire que chacun a duré 1h30 et j'ai l'impression d'avoir encore plein de questions pour eux. Donc vous voyez, des auditions importantes qui vont enrichir ce rapport et m'aider à avancer, à trouver quels sont les points de blocage actuels et où peut-on améliorer ce qui existe aujourd'hui, si c'est toutefois possible. Voilà, c'était mon agenda de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, ça sera en direct de Singapour où je pars mardi retrouver mon époux et voyager également dans la circonscription, faire différentes rencontres à Singapour même, mais je vais partir en Malaisie où je ne suis encore jamais allée et partir à Jakarta pour une conférence et rencontrer également le président du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, un acteur très important de la protection sociale de tous les expatriés, d'un certain nombre d'expatriés français, sans doute pas assez d'ailleurs. Il faudrait voir comment certains pourraient y prétendre aussi, parce que ça améliorerait beaucoup leur situation au regard de la protection sociale. Bon week-end à tous, très bonne semaine et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.